Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur ce live dédié à l'orientation sur la chaîne YouTube d'IMT Minales. Pour rappel, IMT Minales est une école d'ingénieurs généralistes située dans le sud de la France, à Alès. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée de Rémi Rogaki et Michel Ferlu. Et le but, c'est qu'à l'issue de cette table ronde, vous compreniez ce qu'est le métier d'ingénieur. Donc peut-être pour commencer, vous pouvez vous présenter tous les deux pour qu'on comprenne qui vous êtes. Merci, volontiers. Donc Rémi Rogaki, je suis directeur des formations par apprentissage à IMT Minales et on aura l'occasion de revenir sur les spécificités de ces formations au cours de cet échange parce que nous faisons des ingénieurs généralistes dans notre école. Ça, c'est historique, c'est le point fort de notre école, mais nous avons aussi des formations de spécialité et j'y reviendrai dans le cadre de l'apprentissage. Bonjour, moi je suis Michel Ferlu, je suis le directeur des études. Pour faire simple, je m'occupe des formations d'ingénieurs sous statut étudiant. Rémi s'occupe des formations d'ingénieurs sous statut salarié. Et on est là ce soir pour vous expliquer ce qu'est une école d'ingénieur, comment on y rentre dedans, comment on y accède, les métiers auxquels on accède en sortant d'une école d'ingénieur. Voilà, et puis on parlera aussi, je pense, du contenu des formations et des objectifs d'une école d'ingénieur qui sont à peu près similaires d'une école d'ingénieur à une autre, même si chaque école a sa spécificité. C'est ça. Donc pour commencer, peut-être première question. Selon vous, qui est un ingénieur et qu'est-ce que le métier d'ingénieur? D'accord. Je vais commencer, puis prie, tu compléteras, Rémi. Alors, un ingénieur, il a des métiers qui sont très variés. Il n'est plus uniquement sur des aspects technologiques et scientifiques, comme on pouvait l'imaginer il y a des décennies. Il doit avoir des compétences managériales. Et je crois que le rôle de l'ingénieur actuellement, c'est d'avoir une empreinte sur la conception du monde de demain. Il va construire, il va contribuer à construire le monde de demain, et si possible, dans un contexte d'avenir durable. Ça c'est important. Voilà. Du point de vue des compétences qu'il doit mettre en œuvre, il va trouver des solutions à des problèmes qui sont identifiés. Donc ça, c'est une chose en s'appuyant sur la science, la technique et puis le management, parce qu'il aura à manager des équipes. Il devra conduire des projets. Alors ça peut être ses projets propres à lui qui décidera de porter, s'il crée une entreprise par exemple, ou s'il est responsable d'un service, mais il pourra les porter pour le compte d'une entreprise dans laquelle il est. Donc ça, c'est une autre chose. Il aura aussi, et ça c'est important en matière de compétences pour un ingénieur, il aura animé un collectif, c'est-à-dire qu'une idée qu'il aura apportée, il ne pourra pas la porter tout seul, et il faudra qu'il manage une équipe, ça c'est important. Pour conduire un projet, on travaille avec des équipes. Et puis, autre compétence à laquelle on tient, et je crois qu'il faut que chaque école d'ingénieurs et puis tout être humain soit attaché à ça, il va falloir qu'il se pose des questions sur l'évaluation, qu'il puisse évaluer en fait l'impact environnemental de ses actions, l'impact environnemental et sociétal de ses actions. Je ne sais pas, Rémi, si tu veux compléter par rapport à ça. Oui, peut-être quelques compléments. Alors, ça s'inscrit complètement dans ce que tu as pu déjà aborder, Michel. C'est vrai qu'historiquement, un ingénieur, c'était quelqu'un qui devait résoudre une problématique technique. Et donc, le corpus scientifique, la maîtrise des technologies, ça fait partie des invariants, des incontournables pour un ingénieur. Mais bien évidemment, aujourd'hui, compte tenu de la taille des projets, de la complexité des projets, on ne construit pas, par exemple, une fusée tout seul pour l'envoyer dans l'espace. Donc, on anime des équipes, on anime des projets, on gère des budgets. Et donc, au-delà de la maîtrise technique, technologique, scientifique, qui est une base nécessaire, on va demander aussi des capacités managériales, d'animation. Et bien évidemment, comme tu l'as souligné, aujourd'hui, on est face à des défis, on est face à des transitions, et l'ingénieur fera partie des acteurs qui vont accompagner et réaliser ces transitions au niveau de la société. Donc c'est un rôle majeur dans le développement de la société déjà aujourd'hui, mais de demain. Juste avant de passer à la seconde question, j'oubliais, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. J'ai la tablette là pour les voir au fur et à mesure et nous y répondrons, enfin vous y répondrez notamment avec plaisir. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Donc là, c'est une question un peu plus spécifique à IMT Minales. Mais dans quel domaine est-ce qu'on forme des ingénieurs ici à l'école? D'accord. Alors, moi, je m'occupe des formations d'ingénieurs généralistes dont Rémi a parlé tout à l'heure sous statut étudiant. On a la conviction qu'un ingénieur, justement, a un rôle transversal, donc il faut qu'il ait une formation généraliste, mais quand même, il va exercer son premier métier dans un domaine particulier.
Et à l'école des mines d'Alès, on a le génie civil, les matériaux, on a l'environnement, tout ce qui tourne autour de l'environnement, l'énergie et les risques. On a tout ce qui tourne autour de la conception de nouveaux matériaux, matériaux avancés, respectueux d'un environnement durable. On a des compétences aussi sur tout ce qui est ressources minérales, exploitation des ressources minérales, que ce soit dans une mine ou dans une carrière. On est aussi sur le thème de l'intelligence artificielle qui est très porteur actuellement. Et le 6e domaine, c'est tout ce qui tourne autour de la mécatronique, sachant que la mécatronique, c'est l'amélioration des performances d'un système mécanique par la partie commande, par la partie électronique, informatique, qui pilote en fait la partie mécanique. Il y a beaucoup de systèmes mécatroniques qui nous entourent. L'exemple flagrant, c'est le véhicule automobile, où effectivement on a un système mécanique qui est piloté par toute l'électronique, l'antipatinage, etc., etc. Voilà, donc ça, ce sont les 6 domaines qu'on porte à l'école des mines d'Alès et qui permet à un élève, on parlera tout à l'heure de savoir comment on intègre à l'école des mines d'Alès, de pouvoir trouver son bonheur. C'est-à-dire la probabilité est forte qu'un élève qui rentre à l'école des mines d'Alès puisse trouver son bonheur, soit en intelligence artificielle, soit en environnement, soit en ressources minérales. Voilà pour la formation d'ingénieur généraliste. Et donc, pour compléter le propos, sur les autres formations que nous proposons au sein de l'école, nous avons 3 formations d'ingénieurs inscrites dans des spécialités et qui sont proposées sous le format de l'apprentissage. Et donc là, contrairement aux ingénieurs généralistes, comme tu le disais, qui peuvent trouver tout à fait leur bonheur et leur voie d'épanouissement au sein de l'école, parce qu'ils arrivent à Bac+2, ils ont la conviction qu'ils veulent devenir ingénieurs, c'est leur souhait profond, mais ils n'ont pas encore fait de choix de premier domaine d'activité. Donc l'école est là pour les accompagner avec toute cette richesse de l'offre de formation que nous avons. Par contre, dans nos formations d'ingénieurs de spécialité, comme le nom l'indique, le choix est déjà fait. Et donc on s'adresse à un autre public qui, dès Bac+2, sait déjà clairement ce qu'il veut faire et donc s'inscrit dans une de nos filières par apprentissage. Et nous en avons 3. La première, c'est dans le domaine des bâtiments, avec des problématiques de bâtiments durables et d'énergie renouvelable, d'intégration du système d'énergie renouvelable au sein des bâtiments. Le deuxième domaine qui est abordé dans nos formations par apprentissage, deuxième spécialité offerte, c'est dans le domaine de l'informatique et des réseaux, avec là aussi 2 parcours qui sont proposés dès la fin de la première année, soit un profil d'ingénieur orienté développement de logiciels, soit un profil d'ingénieur système et réseau. Et puis la troisième filière, tu l'as cité aussi dans les choix qui sont proposés à nos élèves généralistes, c'est le domaine de la mécatronique. Mais là, dès le début du cursus, ces élèves-là s'inscrivent dans cette thématique-là mécatronique, comme tu l'as dit, qui est l'amélioration d'un système mécanique par la partie commande, c'est-à-dire l'électronique, l'informatique et l'automatique, qui entourent ce système mécanique dont les performances sont améliorées et le comportement global est amélioré par rapport à ces éléments-là. Voilà. Donc, c'est des formations qui sont différentes en termes de construction, en termes de profil à qui elles s'adressent, public à qui elles s'adressent à l'entrée, mais qui, par des chemins différents, arrivent au même niveau d'ingénieur avec soit un profil généraliste, donc une capacité à embrasser beaucoup de sujets et d'être capable de changer de sujet beaucoup plus facilement parce que, et je te laisserai développer, la base scientifique est travaillée de manière très large dans ces cursus-là en début de cursus. Sur les formations de spécialité, on réduit un petit peu cette base scientifique à celle qui est nécessaire au domaine qui est visé, parce qu'on a déjà choisi une spécialité. Par contre, on va vers une expertise beaucoup plus poussée, puisqu'on a le temps de la développer dans le cursus des 3 années. Voilà. Après, peut-être sur la partie formation généraliste, tu veux apporter des précisions sur le contenu, sur comment on structure les formations. Ouais. Alors sur le contenu, tu en as parlé, c'est structuré en 3 semestres de tronc commun, où là, on ouvre extrêmement large, on leur donne une culture, à nos élèves, extrêmement large. On fait de la recherche des matériaux, on fait de la comptabilité, on fait de la gestion d'entreprise, pour avoir une vision globale du monde d'entreprise, parce que ces élèves-là, à un moment donné, ils vont être diplômés, il va falloir qu'ils aillent travailler dans le monde de l'entreprise. Donc on les prépare professionnellement à ça. Donc 3 semestres qui sont très larges et qui leur permettent de découvrir plusieurs domaines pour pouvoir choisir en fait le domaine dans lequel ils vont pouvoir approfondir en fait leurs connaissances délivrées dans le tronc commun, dans les 3 premiers semestres. Voilà. Et ça, c'est un atout de notre école généraliste, c'est-à-dire qu'on a pour la moitié des élèves qui rentrent en formation généraliste qui ne savent pas en fait dans quel domaine ils veulent travailler. Et donc, ils ont à peu près 1 an pour découvrir des domaines et puis faire un choix. Contrairement aux ingénieurs de spécialité qui, eux, savent déjà ce qu'ils veulent faire.
soit le bâtiment, soit la mécatronique, soit l'informatique et réseau. Ils le savent, donc il n'y a pas besoin de réfléchir, ils vont directement dans leur spécialité. Voilà. Et aussi, parfois, il y en a qui pensent rentrer en école d'ingénieur pensant faire du génie civil et qui, finalement, grâce à ce tronc commun, se rendent compte que ah ben non, finalement, l'intelligence artificielle les intéresse plus. Et ça peut permettre parfois aussi de changer de direction alors qu'ils pensaient rentrer pour du génie civil. Oui, tout à fait. On a beaucoup d'élèves qui découvrent dans le tronc commun des 3 premiers semestres. On leur fait découvrir en fait, différentes matières et se disent finalement, j'ai plus d'affinité dans ce domaine-là que dans l'autre, même si au départ, je pensais effectivement faire de l'intelligence artificielle ou du génie civil. Et là, on a un élève qui avait choisi l'intelligence artificielle et puis qui, au dernier moment, s'est dit finalement, je veux faire de l'environnement. Voilà. Donc, ça leur permet, même si on a l'autre moitié des élèves qui savent ce qu'ils veulent faire, voilà, mais qui peuvent changer d'avis, mais ils rentrent à l'école des mines d'Alès parce que ce qui les intéresse, c'est par exemple l'intelligence artificielle ou le génie civil ou autre chose. Voilà. Et peut-être aussi, ce qu'il faudrait aborder, c'est la partie professionnelle et professionnalisante, que ce soit pour l'une ou l'autre voie qu'on propose. Il y a quand même une immersion dans le monde professionnel. Peut-être que vous pouvez en parler, Rémi, toi d'autant plus. Alors, je peux commencer. Alors, dans un cursus qui se déroule par apprentissage, on est très clairement dans une dynamique où on va combiner à la fois ce qu'on fait à l'école, donc la partie qu'on appelle académique, avec un poste tenu en entreprise. Donc c'est vraiment l'apprentissage dans le sens le plus complet du terme. Et on est dans les programmes que nous développons et que nous déployons au sein de l'école sur des alternances qui s'établissent sur 1 mois école, 1 mois entreprise. Et ça dure pendant les 5 premiers semestres de la formation. Le dernier semestre, traditionnellement en école, se déroule, dans un cursus d'ingénieur en école, se déroule en entreprise. Donc c'est pareil pour les apprentis, mais la différence, c'est qu'ils sont dans la continuité de ce qu'ils ont fait depuis 2 ans et demi, en étant 1 mois en école, 1 mois en entreprise, la même entreprise en théorie. Il peut y avoir des changements s'il y a des difficultés ou un souhait d'évolution qui se rencontre pendant le parcours, mais la dynamique, c'est bien d'être dans une progression et la tenue d'un poste en entreprise qui, du coup, donne une réelle expérience pendant le cursus. Et ça, c'est ce qui marque vraiment le parcours par apprentissage, c'est que c'est construit en combinant ce qui est fait en entreprise et à l'école et en enrichissant chacun des 2 contextes par ce qui est fait dans l'autre. Donc, pour moi, c'est une solution qui convient bien aux élèves qui ont besoin d'approches pratiques, qui ont besoin de pratiquer grandeur réelle, en situation réelle, en entreprise, des missions, des projets. Mais pour autant, quand on est dans un cursus étudiant, on a aussi beaucoup d'opportunités, beaucoup d'occasions de se retrouver en situation réelle en entreprise. Oui, tout à fait. Donc, lorsqu'on est sous statut étudiant, alors on n'a pas cette forme d'alternance 1 mois, 1 mois. Par contre, les élèves, à plusieurs occasions, ont l'opportunité et même l'obligation d'aller en entreprise pour se former. Parce que être dans une entreprise, c'est aussi un acte de formation. C'est-à-dire qu'une entreprise qui accueille des élèves, soit en apprentissage, soit sous une autre forme, participe à la formation. Et on a besoin de cela pour avoir une formation de qualité qui réponde après à un besoin industriel. Lorsqu'on est sous statut étudiant, donc la formation d'ingénieur généraliste, on va en entreprise à plusieurs reprises, mais dans des entreprises qui sont différentes, contrairement à la formation par apprentissage, où c'est la même entreprise qui accompagne en fait, l'élève pendant les 3 ans. Nous, pour cette formation sous statut étudiant, on a plusieurs occasions d'y aller. On a un stage en fin de première année, stage ouvrier, où on met les élèves en situation d'exécutant. Et on découvre en fait le monde de l'entreprise par la partie exécutant. On est sur une ligne de production et puis on sert des boulons, on vise des choses, etc. Lorsqu'on est dans le monde industriel ou automobile. Mais ça, voilà, c'est vraiment découvrir le monde de l'entreprise par l'aspect exécutant. En 2e année, on a aussi un stage qu'on nomme adjoint ingénieur, où là, les élèves, on leur donne plus de responsabilités et commencent à manager un projet dans une entreprise, dans les 6 domaines que j'ai expliqués tout à l'heure. Et puis en dernière année, pour conclure en fait la formation, on a un projet de fin d'études où là, les élèves ils consacrent 6 mois de leur temps, enfin de 4 et 6 mois, mais généralement c'est 6 mois. Et ça constitue dans les entreprises en fait une sorte de période d'essai. On a 30% des étudiants qui gardent en fait, qui restent dans l'entreprise où ils ont fait leur PFE. Voilà. Et en plus de ça, alors chose originale à l'école des mines d'Alès, ça c'est, je dirais, les stages classiques qu'on découvre dans toute école d'ingénieur. On a mis en place ce qu'on appelle des missions de terrain, où les élèves, par groupe de 3, vont à l'entreprise pendant 5 semaines, avec un objectif très très précis, dont le thème est soit l'organisationnel, c'est-à-dire qu'on va dans une entreprise
Et on demande aux élèves d'améliorer, par exemple, la productivité d'une chaîne de production, de travailler sur l'aspect sécurité à l'entreprise, de travailler sur l'aspect qualité. On a aussi des élèves qui vont dans les entreprises pour travailler sur la transformation digitale de l'entreprise. Le numérique apporte beaucoup de choses. On a mis aussi des élèves là dans ces situations de faire un audit de l'entreprise, de proposer des solutions d'amélioration par le numérique. Et on a une autre mission qui me tient à cœur, c'est la mission qui consiste à envoyer les élèves à l'entreprise pour innover. C'est-à-dire que là, ils partent d'une idée. Je veux faire une trottinette électrique pour la ville. Voilà, l'idée est dans l'entreprise. Comment je peux faire ça? Et là, les élèves travaillent sur la faisabilité technique de la chose, quelles sont les technologies qu'on doit mettre en œuvre pour pouvoir réaliser ce besoin-là. Ils sont en contact avec les clients pour définir l'usage. Ça, c'est important pour l'ingénieur. On l'a dit tout à l'heure, il n'est pas uniquement à travailler sur des aspects techniques et scientifiques. Il y répond par rapport à un besoin qui a été exprimé du client. Et c'est bien que l'ingénieur se préoccupe de savoir quel usage on fera du produit. Donc, il travaille sur des aspects technologiques, scientifiques pour répondre aux besoins, mais il travaille aussi sur les aspects économiques. C'est-à-dire qu'on peut demander aux élèves de regarder si finalement ce lancement de nouvelles activités est viable pour l'entreprise ou pas. Et c'est très, très important de le faire. Voilà. Et ça me permet d'insister encore sur les missions transverses qu'un ingénieur, il ne se préoccupe pas uniquement des aspects scientifiques et techniques. Voilà. Ça a évolué depuis quelques décennies maintenant. C'est important. D'où l'intérêt, je trouve, du métier d'ingénieur. Moi, je suis même ingénieur, Rémi aussi. Effectivement, dans notre carrière, on a travaillé sur des aspects scientifiques et techniques, mais il nous faut, compte tenu des fonctions qu'on a, on travaille sur des aspects managériaux, on manage des équipes, on se préoccupe effectivement des clients avec qui on pourrait être en relation pour répondre à leurs besoins. Et ça, c'est très intéressant que d'avoir une vision très large, effectivement, du contexte. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou... Non, parce que là, le propos était très complet. Merci, Rémi. Non, c'est tout à fait ça. On est après sur des subtilités qui apparaissent selon les parcours, selon les domaines qui sont étudiés par les élèves, dans lesquels ils se projettent après, qu'ils soient généralistes ou qu'ils soient spécialistes. Mais voilà, vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que le cœur de métier, la légitimité, elle s'appuie sur les connaissances scientifiques, technologiques. Sans ça, on n'est pas ingénieur. Mais s'arrêter là, c'est pas être ingénieur. Il faut être capable de compléter de toute la partie managériale dont on a parlé, la capacité à animer des projets, des équipes, de respecter des délais, de gérer des budgets, de construire des budgets permettant de réaliser des opérations, parce que le métier d'ingénieur est tellement large qu'on n'est pas que dans la réalisation technique, certes avec des équipes, etc., mais on est des fois aussi dans la phase d'imaginer, d'innover, de créer, et donc aussi de bâtir un plan financier permettant d'arriver d'une idée jusqu'à un produit industriel. Et donc du coup, ce n'est pas que de la techno. Et donc tout ça doit être accompagné d'autres compétences qui sont largement développées dans notre école, à côté des volets scientifiques et technologiques. Donc, je voudrais compléter par rapport à ça, parce que c'est important, et on en parlera, je pense, tout à l'heure. Tu nous poseras sûrement les questions, mais finalement, quel métier fait un ingénieur ? Et là, on a mélangé en fait ce qu'est un ingénieur, c'est-à-dire qu'il est expert dans un domaine, génie civil, etc., informatique et réseau, mais il exerce un métier. Et les métiers, ils sont divers pour un ingénieur. C'est-à-dire qu'un ingénieur, et on en parlera tout à l'heure, il peut être chef de projet, il peut être chargé d'affaires, il peut être responsable d'un bureau d'études, d'une chaîne de production. Enfin, par rapport à ces domaines scientifiques et technologiques qu'il maîtrise, après, il peut exercer différents métiers dans le monde de l'entreprise. Et en plus, on le voit bien dans les carrières nous-mêmes, nos deux carrières, ou même les carrières de nos anciens élèves, ils ne restent pas toujours à faire le même métier. Et ils évoluent effectivement dans leur carrière, où de plus en plus, on va leur donner des responsabilités, à gérer des équipes, à avoir des rôles qui vont être différents, qui va passer du rôle technique et scientifique à plus au rôle de managérial pour être capable de manager des projets ambitieux. Est-ce que tu as, par exemple, des exemples d'élèves, d'anciens élèves dont tu parlais, ou de profils en particulier dont tu voudrais nous parler ? Alors là, on pourrait rester des heures, parce que non, mais il y a vraiment, ils ont des métiers qui sont 2-3 exemples. Alors, des exemples où on se dirait, tiens, on ne trouvera pas des ingénieurs là-dedans. Chez Disney, par exemple, Euro Disney, à Paris, on a une ancienne élève qui a travaillé pas mal dans le monde de l'innovation et qui est chargée de la transformation digitale d'Euro Disney. Parce qu'effectivement, c'est un métier qui demande de la technologie.
qui demande du management, parce que quand on fait une transformation digitale d'une entreprise, il faut arriver à amener le changement. Ce n'est pas si évident que ça, il faut convaincre, etc. Donc ça, c'est confié à un ingénieur. Par exemple, on est chez Disney. Après, on peut se retrouver dans le rôle de consultant. On est dans une entreprise et puis on va aider une autre entreprise à innover, à mener à bien un projet, à régler des problèmes de sécurité, de cybersécurité ou autre. Ça peut être ça. Dans le domaine du génie civil, ça peut être conducteur de travaux. C'est-à-dire qu'on a un chantier à mener. Le chantier est devant nous. Et le conducteur de travaux, lui, il a la responsabilité que le chantier, partant de zéro, il aboutisse et soit livré correctement au client. Donc lui, il va gérer ses fournisseurs, il va gérer le personnel qui est sur le chantier, il va gérer son budget, l'ordonnancement du chantier, le calendrier, etc. Enfin, il a un métier qui est vaste. On peut se retrouver aussi en bureau d'études génie civil pour dimensionner un grand ouvrage d'art, style le viaduc de Millau ou autre. Voilà, les métiers sont vraiment très, très variés. Et pour l'apprentissage, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de distinction qui est faite. Lorsqu'on a fait sa formation d'ingénieur sous statut étudiant ou sous statut apprenti, finalement, on sort avec les mêmes compétences, finalement, et à l'arrivée, le diplôme de l'école des mines d'Alès, que ce soit de spécialité ou généraliste, il est reconnu de manière égale. Oui. Tout à fait. Nos diplômes sont autant appréciés par les entreprises, quelle que soit la formule. Après, c'est plus par rapport à la personnalité et à comment cet élève qui nous rejoint souhaite organiser sa scolarité que le statut d'étudiant, des études plus classiques lui sont ouvertes, ou alors un statut d'apprenti qui va lui demander une mobilisation forte aussi, parce qu'il va devoir jongler, alterner entre l'école et l'entreprise. Donc c'est un parcours qui est très riche, mais qui ne s'adresse pas non plus à tout le monde. Donc on a la capacité à répondre et à accompagner de la meilleure manière des profils d'élèves différents et qui ont fait des parcours avant de nous rejoindre qui sont aussi différents. Voilà. Et donc là, on a un aperçu global de qui est un ingénieur. Qu'est-ce qu'on fait quand on est en école d'ingénieur? Mais peut-être que la question à se poser aussi, c'est comment est-ce qu'on accède à une école d'ingénieur, et notamment nous ici à IMT Minalès. Donc déjà, par la voie de l'apprentissage, qui peut postuler et comment? Alors, on est une école qui propose des cursus d'ingénieur sur 3 années. Donc ça veut dire que comme un diplôme d'ingénieur en France correspond à des études qui sont sanctionnées à Bac+5, ça veut dire qu'on nous rejoint à partir de Bac+2. Donc ça veut dire que nous, on ne s'adresse pas directement aux bacheliers, aux gens qui viennent d'avoir leur baccalauréat, mais ils ont un parcours à faire entre Bac et Bac+2 pour se préparer, pour passer des concours, pour faire une première formation qui leur permet de candidater chez nous. Donc, pour la partie apprentissage, le vivier majeur auquel on s'adresse, c'est le vivier des BUT, donc des bachelors universitaires de technologie, qui a vu le jour il y a quelques années désormais, qui vient remplacer dans le paysage post-bac ce qu'on avait avant qui était le DUT, le diplôme universitaire de technologie. Et donc les BUT s'organisent maintenant sur 3 années, de bac à Bac+3, et permettent de se réorienter à Bac+2 vers une école d'ingénieur, ou à l'issue du but complet, c'est-à-dire Bac+3, de rejoindre nos formations et de candidater. Et donc, pour nos formations par apprentissage, parce qu'on l'a déjà bien développé auparavant, comme elles s'adressent à des spécialités qu'elles sont inscrites dans des domaines précis, on a des mentions de but, des spécialités de but qui correspondent bien à la formation d'ingénieur qu'ils pourront suivre derrière. Donc je ne vais pas les énumérer parce qu'il y en a plusieurs, mais voilà, il y a un certain alignement entre ce qui est fait de bac à Bac+2 ou Bac+3 et une formation d'ingénieur en apprentissage chez nous qui est dans une spécialité et qui du coup propose un approfondissement vraiment marqué amenant jusqu'au métier d'ingénieur. Et puis on a aussi des élèves qui nous rejoignent, ça fera la transition, après avoir fait une classe préparatoire et qui sont attirés par l'apprentissage. Alors une prépa classique, ça Michel le développera largement, une prépa classique mais destinée aux bacheliers technologiques, c'est ce qu'on appelle les prépas TSI, ou des prépas très spécifiques qui se passent à ce moment-là sur 1 an, pour des gens qui sont déjà à Bac+2 et qui veulent se donner les meilleures chances d'intégrer une école d'ingénieur. C'est ce qu'on appelle les classes préparatoires ATS,
qui sont des classes préparatoires d'adaptation des parcours de techniciens supérieurs, ATS. Donc voilà, ça c'est un petit peu le panel général. Et puis bien sûr, on peut avoir fait 2 années de licence ou une licence complète à l'université et vouloir s'orienter vers un diplôme d'ingénieur et nous rejoindre. Voilà, ça c'est le tableau général, la spécificité de l'apprentissage dans des spécialités. Et puis après, il y a les 2 tiers de l'école, ce sont des ingénieurs généralistes recrutés dans les parcours qu'organise Michel. Et donc là, les modalités, tu peux peut-être les présenter parce que tu les connais 10 fois mieux que moi. C'est normal, j'en ai la charge. Comme toi, tu connais bien les tiennes. Oui, donc là, les modalités sont différentes. Alors, ce que je voudrais dire, un propos liminaire par rapport à ça, c'est que quand on veut intégrer une école d'ingénieur, que ce soit par la voie de l'apprentissage ou par la voie, par les classes préparatoires ou admission sur titre, il faut s'en donner les moyens. Ça veut dire qu'il y a une sélection, il y a un concours, il faut rentrer en classe préparatoire. Ça veut dire que se donner les moyens, c'est d'avoir de bons résultats, c'est-à-dire qu'il faut travailler. Voilà, ça c'est un préalable. Voilà. Je voulais le dire parce que c'est important. Il y a une forte sélection. C'est faisable dans la mesure où on s'en donne les moyens. Ça c'est important de le dire. Alors, si on veut intégrer notre école d'ingénieurs, parce qu'on est à recrutement à Bac+2, comme l'a dit Rémi, il y a d'autres écoles d'ingénieurs qui recrutent à post-bac, les INSA par exemple, ou d'autres qui recrutent à post-bac. Ce n'est pas notre cas. Nous on recrute à Bac+2. C'est un choix que nous avons fait. Alors, la voie classique, je dirais, c'est de faire les classes préparatoires aux grandes écoles, avec différentes sections, PT, PSI, MP, etc., MPI maintenant, ou TSI. Voilà. Là, donc, après le bac, c'est 2 ans après le bac, voire 3 ans après le bac. Si l'élève qui est en classe préparatoire, au bout de 2 ans, arrive à obtenir l'école qu'il veut, à ce moment-là, il intègre l'école. S'il a envie de tenter sa chance un petit peu plus, il refait une année supplémentaire pour mieux se préparer, pour pouvoir intégrer l'école de son choix. Voilà, donc ça, c'est les classes préparatoires aux grandes écoles, qui représentent à peu près 90-95% de nos recrutements pour nos formations d'ingénieurs à l'école. Sinon, on a des recrutements sur titre. Rémi en a parlé, c'est la même chose en fait. Des élèves qui sont issus de DUT ou de BUT maintenant, donc 2 ans ou 3 ans après le bac. Enfin, un régime transitoire, on va faire DUT et BUT, mais après, ce sera un BUT. Voilà donc les voies d'accès pour entrer à l'école des mines d'Alès. Voilà, donc une sélectivité, mais comme dans toute école d'ingénieur. Voilà, donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut y aller. Si l'objectif, c'est de devenir ingénieur, de faire des études scientifiques, technologiques, managériales, etc., il faut s'en donner les moyens. Et il va falloir bosser de manière assidue pendant 2 ans de classe préparatoire ou de DUT ou 3 ans en BUT. Voilà, sachant que Rémi, effectivement, il recrute en admission sur titre, mais il prend les meilleurs. Des DUT ou des BUT. Voilà. C'est ça. Et donc le talent personnel, ça peut aider, mais la bonne garantie, la bonne assurance pour réussir, c'est le travail, j'insiste. Et puis peut-être pour les personnes qui nous suivent, qui sont peut-être moins familières que nous de tous ces dispositifs, des classes prépa, etc., peut-être que la première année, c'est Maths Sup, la deuxième année, c'est Maths P. Voilà, donc, parce que les CPGE, peut-être c'est pas clair pour tout le monde. Oui, c'est vrai. On est tellement habitués, donc on finit par parler que par acronyme. Alors, CPGE, c'est classe préparatoire aux grandes écoles. Voilà. En tout cas, vos professeurs en lycée, je pense qu'on a des lycéens aujourd'hui, voilà, lycéens et lycéennes, vos professeurs et puis les conseillers d'orientation sont au courant de tout ça et peuvent vous renseigner. En tout cas, vos profs, ils sont capables de vous dire, OK, tu peux aller en classe préparatoire, tu peux, compte tenu de ton niveau, aller dans telle classe préparatoire, etc., etc. Donc les profs savent très bien conseiller sur ce sujet-là. Donc, alors je continue avec mes questions, parce que nous n'en avons pas encore dans le chat. Donc là, on parle de sérieux, d'études, etc. Mais est-ce qu'en entrant en école d'ingénieur, on ne fait qu'étudier? Alors, non. La réponse est non, même si... parce qu'on va parler des activités extrascolaires. Même si je considère que les activités extrascolaires que font nos élèves contribuent aussi à leur formation, parce que pendant leurs activités extrascolaires, ils vont devoir manager des projets, leurs propres projets en fait, pour construire une vie étudiante sur le campus. Donc ils ont des tas de clubs, il y a un bureau des élèves, il y a un bureau des arts, il y a un bureau des sports, il y a un bureau d'intégration. En dehors de ça, il y a d'autres associations, Ingénieurs sans frontières, il y a une épicerie solidaire, enfin il y a des tas d'associations et des tas de clubs que managent les élèves. Et ça,
en matière d'acquisition de compétences, c'est très important, parce qu'à un moment donné, il faut qu'ils gèrent un projet, il faut qu'ils gèrent des personnes, parce qu'ils ont le président du bureau des élèves, il a de fortes responsabilités, il est en contact avec ce qu'ils appellent les élèves l'administration, j'espère avec un grand A quand même, voilà, et les élèves. Et puis, bon, on n'est pas forcément convergent sur tous les sujets, sachant que l'objectif de l'école, c'est de favoriser les activités extrascolaires, parce qu'on y croit. On met beaucoup de budget sur la subvention qu'on donne au bureau des élèves, au bureau des sports. D'ailleurs, sur ce sujet-là, les élèves sont remarquables sur les activités sportives, hein, même si dans notre école, le sport n'est pas obligatoire, contrairement à d'autres écoles. Et pourtant, nos élèves sont très très bons en sport. Ils battent régulièrement beaucoup d'écoles dans lesquelles le sport est obligatoire. On ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, ça se passe comme ça. Peut-être qu'on y met les moyens avec eux. Voilà. Donc, il y a une forte activité étudiante à l'école, et je trouve que c'est très important. Bien sûr, on leur rappelle qu'il faut garder à l'esprit qu'on est là aussi pour se former, mais je trouve qu'on arrive à trouver un assez bon équilibre sur ce sujet-là. Ouais. À savoir que les élèves ont leur jeudi après-midi de libre pour... enfin, pas les apprentis. Les apprentis, non, parce qu'on ne l'a pas abordé dans le détail, mais ça a été dit un peu entre les lignes. Quand on est apprenti, on est en fait salarié, on n'est plus étudiant, on n'est plus simple étudiant, et donc en fait on a un contrat de travail avec une entreprise, et donc dans ce cadre-là, le parcours que l'on suit répond aussi au règlement intérieur de l'entreprise, au temps de présence, etc. Et donc on n'a pas d'après-midi libéré, même si on essaye d'aménager de temps en temps quand il y a des événements particuliers. Mais c'est vrai que ça, c'est une spécificité du parcours en apprentissage, c'est qu'on a un petit peu moins de temps. Et donc, c'est très important que tout soit bien organisé, présent dans l'école. Comme ça, ils peuvent en bénéficier aussi. Certaines années, on a des élèves apprentis qui montent sur des responsabilités au sein des associations. Donc ça c'est très bien. Mais c'est vrai que leur présence en alternance à l'école ne leur permet pas de tout piloter, de participer à tout, comme des fois ils le souhaiteraient. Après, je reviens sur ce que tu as présenté. C'est extrêmement important, la vie associative, parce qu'on est à un passage de la vie, à des âges charnières, où on passe de l'adolescence à l'âge adulte. Alors ça a commencé à partir de 18 ans, officiellement, par rapport aux réglementations en France. Mais voilà, entre 18 ans et 23 ans, qui est l'âge où on sort normalement de nos écoles, on passe dans l'âge adulte. On commence à exercer des responsabilités, on doit rendre des comptes auprès des camarades pour qui on organise des choses. Et donc tout ça contribue aussi à compléter les compétences et à les développer sur un autre terrain. Et des fois, sans s'en rendre compte, ils apprennent autant dans ces activités que dans certaines parties d'enseignement qu'on peut faire. Et c'est pour ça qu'on est autant attaché à ces activités, parce qu'elles viennent compléter, enrichir, diversifier les expériences auxquelles ils sont confrontés. Tout à fait. J'ai encore une autre question. Ah bon? Est-ce qu'il y a la possibilité, en entrant en école d'ingénieur, mais une fois de plus, notamment nous, ici, à IMT Minales, d'avoir une expérience à l'international? Ah, oui, ça c'est important. Tu abordes un sujet qui est très important. Un ingénieur en France, enfin, lorsqu'il suit une formation en France, d'ailleurs, formation d'ingénieur, c'est très français quand même. On ne trouve pas ça aux États-Unis ou ailleurs. Il doit avoir une expérience significative à l'étranger. C'est-à-dire qu'il doit pouvoir dire j'ai fait quelque chose à l'étranger. Donc c'est obligatoire dans toutes les écoles d'ingénieurs. Chez nous, pour les formations, alors je vais parler pour les formations sous statut étudiant généraliste, après Rémi en parlera pour ces formations. Nous, on demande à ce que nos élèves partent au moins 4 mois à l'étranger. Alors, c'est sous différentes formes. Soit ça peut être un stage à l'étranger, en fin de deuxième année, un projet de fin d'études, comme je l'ai décrit tout à l'heure, de 6 mois à l'étranger. Mais ça peut se faire aussi sous forme d'échanges académiques, où on a des accords avec des universités étrangères, aux États-Unis, en Australie, en Allemagne, en Autriche, enfin on est un petit peu partout. Et les élèves peuvent y aller pour aller dans une université, en fait, pendant une période d'un semestre ou un an. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un échange académique. Mais on peut aller plus loin, c'est-à-dire que les élèves peuvent partir, à ce moment-là, ils partent 2 ans à l'étranger, sous la forme d'un double diplôme. C'est-à-dire qu'ils vont aller à l'étranger pendant 2 ans.
lorsqu'ils partent à la fin de la 2e année chez nous, on est à 3 ans, je le rappelle, donc ils partent à la fin de la 2e année, ils vont passer 2 ans dans une université étrangère. Et lorsqu'ils reviennent, ils ont le diplôme et de l'école des mines d'Alès et de l'université dans laquelle ils sont allés. Voilà. Donc ça leur permet de montrer qu'ils sont adaptables à l'international, hein, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent d'avoir des personnes qui sont adaptables à l'international, soit pour travailler à l'étranger, soit pour travailler avec des partenaires internationaux. Donc ça c'est important. Et puis certains élèves peuvent aller chercher aussi des formations qu'on n'a pas forcément chez nous, voilà, dans un domaine particulier. Voilà. Donc ça c'est un atout aussi en termes d'ouverture d'esprit. C'est fantastique que d'aller à l'étranger dans un contexte finalement qu'on choisit. Voilà. Alors, bon, on n'est plus en période Covid. En période Covid, on a eu quelques difficultés, bien sûr. Mais maintenant, tout est ouvert et les élèves prennent plaisir à partir à l'étranger. Voilà. En termes de maturité, ils nous reviennent quelquefois un petit peu changés. Voilà. Je trouve que ces séjours à l'étranger, c'est vraiment quelque chose de très important. Et je voudrais insister aussi sur une chose, vrai pour les apprentis aussi, c'est qu'un ingénieur en France, on doit attester d'un niveau minimal en anglais. Voilà. Donc chez nous, on se base sur un examen qui s'appelle le TOEIC. Bon, c'est très technique. Et on demande un niveau minimal en anglais de 800. Voilà. Que tous les élèves arrivent à avoir. Mais en tout cas, s'ils n'ont pas le niveau minimal en anglais, qui est largement abordable, et s'ils n'ont pas fait cette expérience à l'étranger, ils ne sont pas diplômés de l'école des mines d'Alès. C'est une obligation de la commission du titre d'ingénieur. Nous, on s'y plie bien sûr. Chez les apprentis, c'est un petit peu différent. C'est un petit peu différent parce que comme vous l'avez compris, on l'a déjà abordé, en étant salarié dans une entreprise, les mobilités à l'étranger sont un petit peu moins simples à organiser. Et puis dans le cadre des alternances que l'on met en place dans nos cursus, qui sont 1 mois à l'école, 1 mois en entreprise, on n'a pas la capacité, sans venir modifier ce rythme-là d'alternance, on n'a pas la capacité à dire à un élève, ok, tu pars un semestre à l'étranger faire un échange académique. Ça viendrait enlever des périodes en entreprise, etc. Donc du coup, on est sur des modalités un petit peu différentes qui s'organisent soit par l'école, puisqu'on a 1 mois d'études à l'étranger qui est mis en place à la fin de la première année de nos cursus en apprentissage, où la promo complète part pendant 1 mois suivre des cours à l'étranger. Donc c'est notre programme tel qu'il est prévu dans notre maquette pédagogique, mais qui se retrouve enseigné par des collègues en langue anglaise à l'étranger. Et donc du coup, ils sont immergés pendant 1 mois dans une culture différente et ils doivent se mobiliser pour continuer à apprendre, passer leurs évaluations dans un contexte complètement différent. Ce mois-là est complété par des expériences en entreprise, soit dans des filiales, soit chez des clients à l'étranger, par rapport à leur entreprise qui les accueille en France pendant leur parcours. Mais ça peut être aussi un stage qui s'insère dans leur parcours sur des périodes d'entreprise. Et donc là, on est sur la durée d'1 mois. Et ces cumuls de mois à l'étranger sont normalement à faire évoluer jusqu'à 3 mois d'expérience significative à l'étranger. Juste un détail, parce que tu l'as mentionné, tu as parlé de la commission d'éthique de l'ingénieur, la CTI. En fait, on parle beaucoup du métier d'ingénieur, de l'école d'ingénieur. Ce qu'il faut savoir qu'en France, c'est que ingénieur, en fait, c'est un titre qui est protégé par la loi. Et donc, il y a cette commission d'éthique de l'ingénieur qui auditionne les écoles, habilite les écoles à délivrer ce titre d'ingénieur, ce diplôme d'ingénieur. Et en général, quand on reçoit un diplôme, c'est ingénieur diplômé de telle école. Et donc, c'est vraiment une mention qui est protégée. Alors après, le métier, les activités que l'on confie à un ingénieur peuvent des fois être exercées par des gens qui n'ont pas un diplôme d'ingénieur. Mais la gestion de la carrière et puis la capacité de l'entreprise de vérifier qu'effectivement, cette personne avec ce diplôme d'ingénieur a toutes les compétences, elle est beaucoup plus simple à avoir quand on sort d'une école avec un diplôme qui est habilité, reconnu par la commission d'éthique de l'ingénieur, ce qui est bien sûr le cas pour les formations de notre école et des écoles publiques en général. Eh bien, écoutez, je n'ai plus de questions. Mais est-ce que éventuellement vous avez des choses à ajouter qu'on n'aurait pas mentionnées ou Ouais, on pourrait rester là pendant des heures. Oh oui. Rémi et moi, on est Plaisir. passionnés du sujet. Puis on est bavard. Et puis, on est bavard. Non, mais je trouve que former de futurs ingénieurs, en fait, c'est passionnant, quoi. On travaille sur le futur, en fait, et de la société. Et puis, des ingénieurs, on est là pour travailler sur l'accomplissement professionnel des élèves, des jeunes. Je trouve que ça c'est super. Nous, on a suivi ce genre d'études. On est issus des écoles d'ingénieurs. Moi, ça fait un petit moment que je suis sorti. Mais, moi, j'y ai pris du plaisir parce que le fait d'aborder ça scientifiquement, technologiquement,
j'ai découvert en fait comment marche le monde, enfin, pas complètement bien sûr, c'est pas de manière exhaustive, mais j'ai découvert des tas de principes scientifiques, des tas de principes technologiques qui me font comprendre un petit peu les objets qui nous entourent, comment tout ça fonctionne. Et je trouve que ça, c'est très, très intéressant. Enfin, en termes de culture générale aussi, voilà, c'est très valorisant. De temps en temps, on en parle tous les deux de la science et de la technique. Et je trouve que ça, c'est bien. J'y ai pris énormément de plaisir, même en classe préparatoire, il a fallu travailler. Mais j'ai pris énormément de plaisir, effectivement, à découvrir tout ça, à découvrir la science, la technique. Alors, on le fait un peu en lycée, mais là, on l'approfondit avec un objectif de pousser, en fait, de pousser assez loin tout ça. Et puis, quand les classes préparatoires sont faites, ou les DUT butent, on rentre dans le concret, dans une école d'ingénieurs, où on continue à s'appuyer sur la science, on continue effectivement à travailler sur les aspects scientifiques et techniques. Mais là, on envoie l'usage tout de suite, on envoie l'objectif. C'est tout de suite relié avec l'entreprise. C'est du concret tout le temps. Alors bien sûr, pour les apprentis, c'est du concret. Ils sont dans l'entreprise la moitié du temps. Mais même pour les autres, hein, ils vont en mission de terrain, ils vont en stage, ils vont en projet de fin d'études. Et puis, tous les exercices pédagogiques qu'on met en œuvre à l'école des mines d'Alès, ils sont reliés à l'entreprise. Il n'y a pas d'exercice pédagogique artificiel, en fait. Chaque fois, c'est relié avec une problématique industrielle confiée par un industriel. Et ça, c'est très important. Voilà. On le voit pour le séminaire créativité, le challenge créativité, enfin les missions de terrain. Voilà. Chaque fois, ce sont des industriels qui viennent partager avec les élèves, partager leurs compétences. Et puis, ils viennent aussi leur lancer des défis que relèvent les étudiants. Et ça, c'est très, très valorisant pour les étudiants, quoi. Voilà. Moi, je me suis vraiment éclaté en école d'ingénieur. Je suis issu de cette école-là, mais voilà, toute école d'ingénieur, on y éprouve, je pense, beaucoup de plaisir, parce qu'on a l'application derrière, quoi. Et on est vraiment préparé au monde professionnel. Tout à fait. Alors, moi, je vais rebondir sur un ou deux termes que tu as utilisés. Si on devait caractériser ce à quoi un ingénieur est confronté, c'est bien souvent des défis qu'il doit relever. Et aujourd'hui, les défis sont, au-delà de la technologie, sont aussi les défis des différentes transitions sociétales, énergétiques, climatiques, auxquelles on est confronté. Et donc, du coup, ce sont des moteurs importants dans les activités d'un ingénieur et la carrière qu'il va pouvoir avoir. Donc voilà, c'est cette notion de défi, de relever des challenges, de chercher des solutions à des problèmes de manière industrielle, économiquement viable. Voilà, c'est ça, si on devait résumer aussi ce à quoi s'attaque un ingénieur. Et puis les études d'ingénieur, qui peut-être pour les publics qui nous écoutent aujourd'hui semblent déjà bien compliquées et bien longues, c'est pas non plus un aboutissement en soi. Parce que pour ceux qui veulent vraiment se frotter encore un peu plus aux défis scientifiques, à faire avancer la science, après une école d'ingénieur, on peut continuer en faisant un doctorat, c'est-à-dire une thèse, et donc dans ce cadre-là, aller vraiment aux frontières de l'état de l'art et pouvoir arriver à faire avancer la science et soutenir un diplôme de doctorat et présenter une thèse. Et donc à ce moment-là, être aux limites de ce que la science sait faire, expliquer et faire avancer aujourd'hui. Donc diplôme d'ingénieur, c'est une fin en soi, c'est un cursus très intéressant, mais ça peut être aussi qu'un point de passage vers d'autres choses. Pour continuer ensuite, Ouais. tout à fait. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, qui est importante à l'école des mines d'Alès, parce qu'on a été la première école en France à avoir un incubateur technologique, et ça on n'en a pas parlé. C'est-à-dire qu'il y a pas mal quand même d'anciens élèves, alors c'est pas 100%, qui ont créé leur entreprise. Parce qu'à un moment donné, ils ont eu envie de voler leurs propres ailes. Donc après quelques années en entreprise, certains créent leur entreprise. On en connaît pas mal. Certains élèves essayent de créer leur entreprise lorsqu'ils sont à l'école. On a l'incubateur technologique de l'école qui sait les accompagner sur ce projet-là. Et on leur dit, l'objectif, ce n'est pas forcément la création d'entreprise. L'objectif, si vous l'avez, c'est de vous faire plaisir sur un projet. Il aboutit à une création d'entreprise, ok. Il n'aboutit pas sur une création d'entreprise, c'est pas grave, c'est pas un problème. Au moins, vous aurez managé un projet, et puis à moindre frais, parce que finalement, ça ne coûte rien, lorsqu'on fait ses études, d'être accompagné par l'incubateur de l'école des mines d'Alès et de tenter quelque chose. Ça ne marche pas, c'est pas grave, on a quand même le diplôme d'ingénieur, on a travaillé sur un projet entrepreneurial, on a décidé de ne pas créer, c'est pas grave. On a décidé de créer, on crée et puis on voit ce qui se passe. Voilà.
Mais je pense que la plupart des élèves créent après avoir eu un petit parcours en entreprise pour pouvoir se frotter au monde de l'entreprise et bien voir ce qui s'y passe. Sauf exception de temps en temps. Sauf exception de temps en temps, on en a un là qui va, c'est sûr, il va créer. De toute manière, il est rentré à l'école avec ce projet-là. Lorsque je l'ai reçu à l'école, la première chose qu'il m'a dite, c'est voilà, parlons de l'incubateur. Je viens à l'école pour ça. Et il n'a pas dérivé. Il est resté constant dans l'effort. Voilà. Et on a un peu adapté en fait, son parcours ici pour qu'il puisse réaliser son projet entrepreneurial. Voilà. Voilà. Ouais, chose aussi qu'on n'a pas dite, mais il y aurait beaucoup de choses à dire, c'est que ici, comme dans pas mal d'écoles, on est très attaché à la réussite des élèves et à leurs projets professionnels et à leurs projets personnels. C'est-à-dire qu'on est capable d'adapter, alors pas complètement, mais on est capable d'adapter certains exercices pédagogiques pour que les élèves puissent aboutir à leur projet personnel. Voilà, ça c'est important de le dire. Puis dans la ligne de ce que tu évoques, il y a aussi tous les aménagements de parcours que l'on peut faire. Alors ça concerne peu d'élèves, mais ça peut être aussi le cas de certains qui nous regardent ce soir. On sait aménager les parcours pour des sportifs de haut niveau. On sait aménager les parcours pour des musiciens de haut niveau. Et donc rendre compatible un parcours en école d'ingénieur et la poursuite d'une pratique sportive artistique de haut niveau. Voilà, ça arrive régulièrement qu'on accueille ce type d'élèves dans l'école. Et donc on aménage les parcours, soit avec des allongements de durée, soit avec des séquences qui changent un petit peu, pour leur permettre de réaliser leurs deux passions et envies de formation ensemble. On ne va pas s'arrêter, mais Ilana nous arrêtera. Mais je trouve qu'en matière aussi de développement personnel, ce qui est bien en école d'ingénieur, ici on le développe beaucoup, c'est l'aspect international. On a dit que les élèves peuvent partir à l'étranger, mais la composante internationale, elle ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'élèves internationaux qui viennent suivre une partie de leurs études à l'école des Mines d'Alès. Et côtoyer ces internationaux, en matière d'ouverture d'esprit, de développement personnel, c'est super de découvrir d'autres cultures. Voilà. Parce que l'international, ce n'est pas uniquement parler une autre langue, c'est aussi s'adapter à une culture qui est différente. Un Chinois ne se comporte pas de la même manière qu'un Français, qu'un Espagnol, qu'un Allemand, etc. Enfin, voilà, ce n'est pas du tout la même chose. Voilà. Et ça, c'est très enrichissant que de pouvoir côtoyer des élèves internationaux. Tout à fait. Écoutez, je pense qu'on est arrivé à bout de notre échange, même si je sais que vous pourriez encore rester des heures à parler de l'école. J'espère qu'on a pu répondre aux questions que vous posiez. N'hésitez pas en tout cas, si vous avez besoin, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux de l'école, sur notre site internet. Il y a toutes les réponses normalement aux questions que vous pouvez vous poser. Et si jamais, il y a aussi les contacts, notamment de Rémi et de Michel, ou du moins de leurs équipes, qui pourront vous répondre. Et puis, espérons que nous avons de futurs ingénieurs qui nous ont regardés. En tout cas, des personnes, s'ils trouvent leur plaisir de continuer dans les études scientifiques, technologiques, etc. Ça peut être une école d'ingénieur ou pas, mais ça peut être aussi école d'ingénieur. Voilà, c'est le plaisir, je pense qu'on pourrait conclure là-dessus, c'est le plaisir de suivre des études scientifiques. Ouais. Tout à fait. Parfait. Merci beaucoup et à bientôt.